C'est le bourgmestre d'Anderlecht, le socialiste Éric Thomas, qui est à bord du tram aujourd'hui et on l'emmène en balade dans sa commune. Bonjour à tous, Éric Thomas, bonjour. Bonjour. Bourgmestre d'Anderlecht depuis quelques mois déjà, pour un seul mandat ou pour plusieurs mandats? Ça, on verra en politique qu'il ne faut jamais faire des projets à trop long terme. En tout cas, jusqu'à la fin de la législature, oui. Ouais. Et après, vous ne savez pas encore? Après, on verra. Ce sont des décisions qui ne sont pas simplement des décisions personnelles. Ce sont des Et décisions de parti. personnellement, si vous aviez le choix, quel serait votre choix? Si j'ai le choix, je continuerai. Ok. Alors, bon, vous découvrez en fait cette fonction de bourgmestre. Est-ce qu'elle correspond à l'idée que vous en aviez? Objectivement, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus lourd en travail que ce que j'imaginais. Je pensais que c'était une fonction où j'aurais quand même beaucoup plus le temps de respirer. En fait, c'est un travail qui est un travail quotidien de 8h du matin à 8h du Parce soir. que vous avez été ministre, c'est plus compliqué d'être bourgmestre que d'être ministre? Je pense que pour une grosse commune comme Anderlecht, c'est plus compliqué. Quand vous êtes ministre, vous avez toute une équipe derrière vous. Ici, j'ai évidemment toute une administration, mais autour de moi, j'ai juste un petit noyau et je dois traiter des matières très très différentes. Alors, vous êtes bourgmestre, donc vous êtes aussi député régional. Vous avez toujours la présidence de Sibelga aussi? Non, je n'ai plus la présidence de Sibelga parce que c'est incompatible avec le mandat de bourgmestre. Alors ce cumul en fait, député-bourgmestre, quand vous me dites on a énormément de travail comme bourgmestre, est-ce que ce n'est pas trop pour un seul homme? À la réflexion, oui, ça peut être trop et donc je verrai l'année prochaine si je continuerai mon mandat de député. Ah, vous n'êtes pas encore sûr de vous présenter? Ce ne vaut pas une décision que l'on prend à titre personnel, ce sont des stratégies de parti. Alors, on va passer tout de suite à la première question et ça ne va pas vous étonner, elle a trait au stade. Moi, ma question était la suivante. Dans le cadre du projet de la construction d'un stade au niveau du parking C du Heysel et de l'éventuel déménagement donc, du RSCA là-bas, avez-vous déjà réfléchi à ce que l'on pourrait faire de l'infrastructure qui existe aujourd'hui au niveau du stade RSCA et seriez-vous pour ou contre une consultation populaire afin de recueillir des idées des citoyens, puisqu'il ne faut pas oublier que le parc d'Anderlecht, le parc Astrid, est d'abord et avant tout destiné aux habitants et non pas à une entreprise privée. Alors, Anderlecht sans le Sporting, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, vous, Éric Thomas? Écoutez, tout est envisageable. En tout cas, ce n'est pas ce que nous souhaitons, puisque clairement, lorsque le Sporting d'Anderlecht a demandé une extension de son stade, nous avons dit qu'il n'était pas question de les chasser. Nous avons essayé de trouver une solution qui tienne compte des intérêts des habitants et du Sporting d'Anderlecht. Donc vous voulez garder le Sporting, vous? Oui, mais à un certain nombre de conditions qui ont été fixées d'ailleurs dans l'autorisation que nous avons donnée, moyennant des modifications des plans pour l'extension du stade. Oui, mais la lecture qu'on en a faite, c'est que c'était un oui, mais qui voulait dire non en fait, puisque l'autorisation de construire la troisième couronne n'était pas donnée en fait, et c'était une exigence d'Anderlecht, du Sporting. Oh, c'est une demande d'Anderlecht et nous avons accepté une partie de cette demande en tenant compte des remarques des riverains. Ouais. Et donc alors, maintenant on en est où en fait? Vous attendez qu'ils vous remettent de nouveaux plans? Oui, tout à fait. Donc la commune a donné son avis, la région a donné son avis. Et donc nous attendons maintenant des plans modificatifs qui doivent être introduits par le Sporting d'Anderlecht. Alors avec la construction de ce stade qui aura sans doute lieu, donc qui sera faite sur le parking C, est-ce que aujourd'hui vous imaginez qu'Anderlecht puisse jouer là en fait et déserter le parc Astrid? Je n'en sais strictement rien parce que c'est une décision qui appartiendrait au Sporting d'Anderlecht. Je tiens simplement à préciser qu'ils ont un bail amphithéotique jusque dans les années 2050 et que donc ils sont propriétaires de leurs installations. Nous sommes propriétaires du terrain, ils sont propriétaires de leurs installations. Alors la question se posera peut-être, mais tant que la question ne se pose pas, je n'ai pas de réponse. Oui, mais imaginons qu'ils partent. Qu'est-ce qu'on fait de ce stade, Éric Thomas? Il y a certainement plusieurs possibilités, mais nous ne sommes pas propriétaires. La commune n'est pas propriétaire de ce stade, et donc c'est aux propriétaires à faire des propositions. Ouais. Et pour vous, ce serait une petite catastrophe en fait si ça arrivait?
Je pense que, je dirais en termes symboliques d'abord, que le club d'Anderlecht ne soit plus Anderlecht, ça pose question. Pour les riverains, c'est peut-être un soulagement. Pour les cafetiers et tout ce qui tourne autour du secteur Horeca, ce serait sans doute une catastrophe. Mais voilà, donc on n'en est pas encore là. On en est au stade où il y a eu une demande. Elle est acceptée moyennant des modifications. Nous attendons des plans modificatifs. Alors très bien, on va passer tout de suite à la deuxième question, si vous le voulez bien. Elle émane en fait d'un habitant du quartier du Triangle. Il dit que ce quartier n'est plus que l'ombre de lui-même. Que comptez-vous faire pour y améliorer la sécurité, la propreté et faire en sorte que le respect y soit de mise dans tous les sens du terme? C'est signé Serge Nicolas. Le quartier du Triangle, c'est un quartier près de la gare du Midi qui était spécialisé dans le textile. Alors il n'est plus que l'ombre de lui-même, dit Serge Nicolas. Vous répondez quoi? Donc je connais bien ce comité de quartier, il est souvent excessif dans ses plaintes. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, notamment au square de l'Aviation, en termes de respect de nouvel aménagement de l'ordre public qui a été fait là. Nous y sommes attentifs. Il y a des problèmes de propreté, donc là nous avons fait des actions spécifiques avec la région, avec la commune, et nous faisons aussi, j'ai demandé à la police de passer plus systématiquement et de verbaliser ceux qui stationnent n'importe comment. Oui, parce que là, visiblement, c'est un gros problème qui est signalé par ce comité de quartier. Il dit qu'on fait n'importe quoi en termes de stationnement et qu'on ne sanctionne pas, en fait. Non, d'abord, on sanctionne, et alors j'ai des plaintes parce qu'on a sanctionné. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un quartier dans lequel il n'y a jamais eu de construction de parking souterrain, de parking accessible au public. Et ça, c'est une véritable réflexion que l'on doit avoir. On ne peut pas avoir des quartiers qui économiquement sont très actifs où il n'y a pas d'emplacement de parking. Il y a là un manque en termes de réflexion urbanistique. Et donc, à titre personnel, vous êtes demandeur d'un parking souterrain à cet endroit-là? Mais je crois qu'il y a une réflexion générale qui se fait au niveau de la région où on voudrait diminuer le nombre de places de stationnement en voirie. Ça suppose évidemment qu'il y ait des parkings dans le bâti, en souterrain ou pas en souterrain, de façon à permettre que les gens stationnent. Alors il y a aussi tout un questionnement sur la prise en compte de ces quartiers du bas de la commune, des quartiers qui vivent des difficultés. Est-ce que ce sont des quartiers qui pour vous restent compliqués à gérer aujourd'hui en termes de propreté, en termes de sécurité, en termes de respect en fait de la norme? Ce ne sont pas des quartiers qui sont plus difficiles que d'autres, ce sont des quartiers qui sont fortement peuplés, dans lesquels il y a une pression démographique importante. Ce sont des quartiers dans lesquels, avec l'aide de la région, on a investi énormément ces dernières années. Donc c'est un travail qui doit être poursuivi, mais ce ne sont pas des quartiers du tout qui sont abandonnés par le pouvoir communal ni par la région. Alors on est ici dans la rue Wayer, un quartier aussi qui a fortement changé ces derniers temps en termes de qualité de commerce, entre autres. On n'a pas mis cette question-là, mais elle nous est arrivée en disant que là aussi, la rue Wayer, en termes d'attractivité commerciale, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Vous répondez quoi à ça, Eric Thomas? Donc ce n'est pas exact. Il suffit de voir le nombre de personnes qui se baladent dans la rue Wayer. C'est vrai que le public a changé, mais la composition sociologique de la commune a changé aussi. Donc il y a un certain nombre de gens qui ne viennent plus rue Wayer, et donc des commerces qui ont disparu. Et puis il y en a d'autres qui viennent, et donc il y a de nouveaux commerces. Ce que nous essayons de faire, c'est de garder quand même un environnement de qualité. Tous les trottoirs ont été refaits. Il y a une surveillance en matière de propreté, et nous serons très stricts en ce qui concerne les étals des marchands qui ont tendance à se développer sur les trottoirs. Alors très bien, on va passer tout de suite à la troisième question. Elle est posée par Daniel Depré des FDFA. Monsieur le bourgmestre, sur l'exercice budgétaire 2010 du Conseil de police, il apparaît un déficit d'1 700 000 €. Dites-moi comment vous allez juguler ce problème, comment est-ce que vous allez l'intégrer dans votre budget, d'autant qu'il y a 12% d'augmentation également au niveau des problèmes de pension de nos policiers. Vous avez des problèmes au niveau de votre budget à ce niveau-là. Je sais que l'Anderlecht n'est pas le seul à devoir juguler ce problème, mais nous en aurons la proportion la plus importante. Dites-moi comment vous allez faire. Je vous laisse. Alors votre réponse par rapport à ce déficit de la zone de police, est-ce que ça va coûter à Anderlecht?
Je trouve la question assez amusante parce que Madame Depré était membre du collège communal d'Anderlecht dans la législature précédente et ici on parle de la situation en 2010. Alors c'est vrai qu'en faisant les comptes de la zone de police 2010, il apparaît qu'il y a un déficit et un déficit important. Il y a d'autres années où il y a eu des bonis et donc tout ça doit s'équilibrer. Et ce que nous avons fait, c'est mettre en place une vérification stricte du budget pour l'année 2013, un accompagnement de la zone de police au niveau financier par les receveurs des 3 communes qui sont concernées, de façon à comprendre pourquoi il y a ce déficit et éviter... Donc actuellement, on ne sait pas pourquoi ce déficit est apparu en fait. Non, parce que je dirais que la comptabilité de la zone n'a pas nécessairement été parfaitement tenue. Ouais, ça, c'est quand même un gros problème. Hein. C'est quand même un gros problème, mais c'est pas au moment où j'y étais, donc on est occupé à remettre de l'ordre. Ouais, ceci dit, le PS était dans la majorité lors de la précédente législature. Oui, puis-je vous faire simplement remarquer que nous n'exercions pas la fonction de bourgmestre et donc nous n'étions pas impliqués directement dans le collège de police. C'est la faute au MR, c'est ce que vous nous dites en fait. Je dis simplement qu'il y a des choses qui se sont passées en 2010. Je n'étais pas là à ce moment-là. Je suis occupé à les redresser avec le concours de la zone de police. Mais dans ce cadre-là, et Daniel Depré parle aussi de la charge des pensions qui va aussi peser sur le budget. Est-ce que c'est possible de garder le même service avec ces difficultés budgétaires? Tout à fait, c'est ce qui a été fait parce que la question de Mme Depré elle date un peu. Je pense, elle n'est pas au courant. Donc le budget de la zone de police 2013 a été voté à l'unanimité, donc y compris l'opposition, sauf une abstention. Et donc, nous avons un budget de la zone de police 2013 qui tient la route, qui ne supprime aucun service à la population et qui permet de payer tout ce qui doit être payé. Et ce que disait aussi Daniel Depré, c'est que bon, le cadre a été fixé à une époque où la population n'était pas aussi nombreuse, qu'il y a eu une augmentation assez importante de la population, que le cadre de la zone de police n'a pas été revu et que par rapport à cela, difficile de faire face à toutes ces missions avec une population qui a très fort augmenté. Mais quand on voit les dernières statistiques de fonctionnement de la zone de police, on se rend compte qu'avec un cadre qui est quasiment rempli, qui est en effet un cadre qui a été défini il y a quelques années... Donc on est à presque 800, hein, c'est ça pour presque la zone 800 policiers pour la zone. On arrive à remplir toutes les missions de la zone et il y a une diminution de la criminalité, de tous les faits criminels sur l'ensemble de la zone. Donc il y a des résultats avec un cadre qui est le cadre que nous connaissons actuellement. Donc il ne faut pas revoir le cadre selon vous? Ça paraît extrêmement difficile. Il faut bien comprendre que les 3 communes de la zone ont toutes les 3 des problèmes budgétaires et donc on demande qu'il y ait la même surveillance, la même efficacité, la même rigueur au niveau des budgets communaux, au budget des CPS et au budget de la zone de police. Alors on va passer à une question maintenant sur le logement, je pense. On va la découvrir tout de suite. Il reste de nombreux logements sociaux vides et à l'abandon à Anderlecht, dans le quartier de la Roue notamment. Que comptez-vous faire pour mettre un terme à cette situation inacceptable? Et c'est une situation qui dure depuis longtemps déjà, Éric Thomas. C'est en effet une situation qui dure depuis longtemps et qui, moi, m'indigne véritablement. Et donc, dans la déclaration de politique générale du collège, nous avons fixé comme objectif au foyer anderlechtois, qui est propriétaire de ces maisons, de les remettre en état locatif d'ici la fin de la législature, progressivement évidemment. Et donc, nous attendons d'avoir un nouveau conseil d'administration du foyer anderlechtois. C'est fait maintenant depuis quelques jours. Ce sera un objectif prioritaire pour nous. Je ne veux plus d'avoir de maisons à la Roue et au quartier de Bonaire du foyer anderlechtois qui ne sont pas remises en état. Alors vous avez une idée aujourd'hui du nombre de maisons qui sont vides, ce que ça représente? Une centaine. Ouais. Et comment ça se fait qu'on a pu en arriver là et qu'on a pu laisser ce dossier en déshérence pendant aussi longtemps, Éric Thomas? Parce que pendant un certain temps, au niveau de la région bruxelloise, on a misé sur la construction de nouveaux logements plutôt que la rénovation d'anciens. À un certain moment, lorsque j'étais secrétaire d'État au logement, j'ai donné des crédits pour rénover partiellement ces maisons. Et donc ça a été fait. On a commencé par rénover les toitures, puis on a rénové les châssis, et puis il n'y a plus eu de crédit. Et donc là, c'est véritablement pour nous un objectif fondamental, c'est de remettre toutes ces maisons en location. Donc, donc ce que vous nous dites, c'est qu'à la fin de cette législature, ce sera fait donc. Donc s'il y a une centaine de maisons, ça fait 20 maisons par an. Ça me semble parfaitement faisable. Très bien, alors on passe à l'autre question maintenant, si vous le voulez bien, et elle est de Philippe Debry. Monsieur Thomas, l'ancien bourgmestre et actuel échevin de l'urbanisme a mené une politique, et même toujours une politique, qui vise à dérouler un tapis rouge sur le pied des promoteurs. 3 exemples, le quartier Vistebroek où on veut chasser les entreprises au profit de logements de luxe,
Deuxième exemple, le projet Victor, où les promoteurs veulent construire 3 tours, dont une aussi grande que la tour des pensions. Et pour cela, on abroge un PPS dans lequel était prévu du logement et on limitait le nombre de bureaux. Troisième exemple, un promoteur, très récemment, vient trouver la commune pour construire 10 salles de cinéma dans la zone industrielle. Très bien, des salles de cinéma à Anderlecht, mais pas à cet endroit-là parce qu'il est inaccessible en transport en commun. Alors ma question est la suivante, est-ce que vous approuvez ce genre de stratégie où l'on fait plaisir aux promoteurs sans mener une réflexion qui vise à développer Anderlecht au profit des Anderlechtois? Alors votre réponse, d'abord sur le cinéma. Cinéma, boulevard industriel, est-ce que vous dites banco, on y va, on est intéressé? Même si c'est assez mal desservi par les transports en commun. Donc, au stade actuel, il n'y a même pas de projet qui est déposé. Donc il y a des intentions, il y a un promoteur qui veut utiliser un site industriel désaffecté pour y construire des salles de cinéma. On verra bien quand le projet sera déposé. J'ai déjà répondu à M. Debry en conseil communal qu'il ne faut pas avoir une vision figée de la commune d'Anderlecht. Et donc si quelque part il y a un pôle, et de ce côté-là du canal, il y a d'autres projets aussi en gestation, ça veut dire que s'il y a des habitants, s'il y a des gens qui viennent, qui circulent là, il n'est pas impossible qu'il y ait des transports en commun demain alors qu'il n'en a pas maintenant. Alors, la tour Victor, donc ça c'est une tour près de la gare du Midi, donc juste à côté de la tour des pensions. Il y aurait une tour qui serait aussi haute que la tour des pensions. Est-ce que c'est raisonnable ça, Monsieur Thomas? Écoutez, là, il y a eu une réflexion au niveau de la région bruxelloise en se disant que dans une région qui est limitée en superficie, il y a des endroits où on doit pouvoir construire en hauteur, en particulier au niveau des bureaux. Alors moi, je ne vois pas pourquoi les bureaux se concentreraient uniquement dans le nord de Bruxelles et il n'y en aurait pas aux environs mais à cet endroit-là, de la gare du Midi. C'est déjà pas mal densifié. Est-ce qu'il faut faire une tour de 150 mètres de haut? Écoutez, donc il y a une enquête qui aura lieu quand le projet sera déposé. Cette enquête est bloquée parce que Saint-Gilles n'a pas voulu faire l'enquête pour le moment. Il y a aussi des logements qui sont prévus. Et je vous dirais que... À titre personnel, votre avis? C'est ce que demande M. Debry. Personnellement, dans cette zone-là, ça ne me dérange pas. Parce que je pense qu'autour des grandes gares, et la gare du Midi est quand même la gare la plus importante de toute la Belgique, ça n'est pas illogique d'avoir une zone de bureau qui soit une zone dense. Voilà, alors au quai de Bistebroek, là en fait, c'est pas tellement loin d'ici puisqu'on est à nouveau à la rue Royer, c'est dans le bas de la rue Royer, toute une ancienne zone industrielle. Là, ce que dit M. Debry, c'est qu'on déroule le tapis rouge pour les promoteurs et qu'on veut faire du logement haut de gamme à un endroit pas vraiment adéquat. Votre avis sur le sujet? Alors j'ai déjà vu 3 ou 4 esquisses de projets plus ou moins avancés. Il n'y en a encore aucune qui est déposée en tant que telle pour faire une enquête publique. Et nous verrons quand les projets seront déposés. Mais je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas avoir une vision misérabiliste d'Anderlecht et se dire qu'on ne peut pas faire un certain nombre de logements qui sont des logements convenables à destination d'une partie de la population qui serait intéressée. Donc il ne faut pas simplement faire, je dirais, du logement social ou du logement moyen. Il y a peut-être aussi des possibilités d'avoir une population qui a des revenus plus élevés. Alors j'ajoute une sous-question. On a vu Christophe Lambert il y a quelque temps à Anderlecht par rapport à un projet de rachat de la brasserie Atlas qui est aussi pas tellement loin d'ici. On n'en entend plus parler. Est-ce que ce projet-là est toujours à l'ordre du jour, monsieur Thomas? C'est bien pour ça que je vous dis qu'il ne s'agit pas de dérouler un tapis rouge. Il s'agit de voir s'il y a des investisseurs qui ont des projets. Et comme vous le dites, à certains moments, il y a des projets qui apparaissent et puis on n'en entend plus parler. Et donc Christophe Lambert n'a plus l'intention d'acheter la brasserie Atlas? Je n'en sais rien. Je ne connais pas Christophe Lambert, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il y a d'autres projets qui sont en gestation à ce niveau-là. Mais pour le moment, aucun n'est déposé à la commune d'Anderlecht pour être examiné et soumis à une enquête publique. Donc on a fait un peu de com sur le sujet sans suite pour l'instant. Je crois qu'il y a beaucoup de promoteurs qui sont intéressés à faire du développement, mais il faut voir vraiment dans le concret qu'est-ce qui est réellement déposé. Voilà, une autre question maintenant, et elle est posée celle-ci par Walter Van Den Bosch, si je ne m'abuse. Il y a des faits qui sont quand même assez inquiétants dans notre commune, surtout sur le plan budgétaire. D'abord, on a le problème de l'erreur de votre collègue M. Kums de 4 millions d'euros dans le cadre de la construction d'une école. Deuxièmement, on a le déficit de la zone de police qui pourrait atteindre 1 million à 1,5 million d'euros. Et puis en fait, il y a la non-récupération des taxations de parking qui peut être estimée à 2 à 4 millions, dont on dit qu'il serait récupéré, mais dont on a en même temps un énorme doute. Alors, ce déficit cumulé pèse énormément sur le budget direct de notre commune. Et la question est simple.
quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous allez faire, mais également qu'est-ce que vous n'allez plus faire pour garder une finance saine dans la commune d'Anderlecht. Alors qu'est-ce que vous n'allez plus faire, Éric Thomas, pour équilibrer les comptes? En tout cas, je ne vais plus écouter M. Van den Bosch parce que quand on l'écoute, c'est toujours la grande catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe à Anderlecht. Le budget est déposé en équilibre, il a l'accord de la tutelle et il n'y a pas de déficit au budget. Au contraire, par rapport aux années où M. Van den Bosch était fin, on a redressé complètement la situation budgétaire. Et comment c'est possible, puisque là il parle de cette école des trèfles qu'on doit construire, et comment est-ce possible qu'on ait pu se tromper sur le montant subsidiable, ce qui va causer pas mal de problèmes en fait à la commune? Il y a simplement une différence sur le mode de subsidiation de cette école, parce qu'à certains moments on parlait de partenariat public-privé, à certains moments on est revenu à un financement habituel par la communauté française et par la commune d'Anderlecht, et donc c'est simplement une querelle de chiffres, mais ça ne change rien par rapport à l'objectif ni aux moyens dont nous disposons pour construire cette école. Alors M. Van den Bosch dit que ça va coûter 4 millions en plus, il va bien falloir les trouver quelque part en fait. Non, ça ne va pas coûter 4 millions en plus, ça va coûter le budget qui était prévu, simplement l'inscription budgétaire dans notre ensemble dans notre programmation va faire que certains investissements vont être décalés dans le temps. Comme quels investissements? Mais d'autres investissements scolaires. Donc, d'abord, on ne sait pas tout faire en même temps. L'école des trèfles est prioritaire. Elle sera construite si on ne nous met pas des bâtons dans les roues dans l'enquête publique. Et les moyens budgétaires existent tant à la communauté française que dans le budget communal. Donc votre échevin n'a pas fait de bourde en fait alors? Non, il y a simplement, ce que M. Van den Bosch ne comprend pas, c'est qu'il y a eu une différence, une évolution du mode de subventionnement de cette école. Et je crois que M. Van den Bosch se base sur les subventionnements qui existent en communauté flamande, mais en communauté française, ce n'est pas le même système. Oui. Alors, il y a aussi une question par rapport à ces montants des amendes qu'on doit en fait recouvrer et qu'on n'arrive jamais à obtenir et qu'on a inscrit pourtant dans le budget. Est-ce que, c'est ce que dit M. Van den Bosch, le montant des taxes de stationnement qu'on n'arrive pas à récupérer, est-ce qu'il faut continuer à les inscrire dans le budget? Bien sûr, parce que les procédures sont toujours en cours et donc pour ces amendes, il y a des rappels et on va maintenant jusqu'aux exploits du huissier. Oui, mais si tant est qu'on ne les récupère pas, ça fait un trou budgétaire. Si on ne les inscrit plus et qu'on ne décide pas de les récupérer, en effet, on se prive d'une recette. Ok, très bien. Walter Van den Bosch, il fait partie de la majorité en principe. On n'a pas l'impression. Je ne crois pas. Je crois qu'il a décidé de siéger dans l'opposition, mais il n'a pas encore eu le courage de le dire. Ouais, c'est le poil à gratter en fait de la commune aujourd'hui pour vous? Non, je le connais depuis tellement longtemps que je n'ai jamais trouvé le moment où il était réellement positif vis-à-vis de la commune. Très bien, alors on passe à l'autre question, on va la découvrir tout de suite. Alors votre programme électoral, celui du PS, donc promettait la rénovation de 30 km de trottoirs pendant la législature, une tolérance zéro en matière de malpropreté. Quand passera-t-on de la parole aux actes, Monsieur Thomas? Alors bon, c'est pas le programme électoral, c'est le programme de gestion communale pour les 6 années à venir. En effet, il y a tout un programme de rénovation des trottoirs. Et alors on commence par quoi en fait? On commence par les endroits qui sont les plus délicats et donc le collège va approuver incessamment les premières rues dans lesquelles il y a des trottoirs qui doivent être changés. On est passé tantôt près de la maison communale rue Van Lint. Là, on est déjà dans le concret. Les trottoirs sont en rénovation complète dans cette rue qui est une rue très importante de la commune. Et donc l'objectif est de faire en effet 5 km de trottoirs par an. Et après cela, 30 km, enfin je ne sais pas le nombre de kilomètres de trottoirs qu'il y en a dans la commune et le nombre de kilomètres de trottoirs qu'il faudrait rénover, mais j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup plus. Bien, je crois que si on peut maintenir ce rythme de 5 km de trottoirs par an, dans 2 législatures, on aura refait l'essentiel de ce qui est nécessaire dans la commune. Alors tolérance zéro en matière de malpropreté, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions Nous avons décidé en tout cas de conjuguer les efforts, d'une part des services propreté et d'autre part des services des espaces verts. Donc propreté dans les rues, propreté dans les parcs. Et de faire des actions combinées de façon à mettre l'ensemble du personnel au travail dans différentes zones. Et donc je peux vous annoncer non seulement qu'il y a déjà des opérations en cours, mais que le 30 juin, il y aura une très grosse opération qui sera menée sur Anderlecht et dont on entendra parler. Très bien. Alors, dernière question, on la découvre tout de suite. À quand un accueil et des conditions de travail décents au CPAS d'Anderlecht?
surcharge de travail du personnel, des fonctionnaires. J'ai lu quelque part que chaque fonctionnaire devait gérer 250 dossiers. Est-ce que c'est tenable ça, Éric Thomas? Mais non seulement c'est tenable, mais je trouve que je ne sais pas de quand date la question, ou je ne sais pas depuis combien de temps la personne qui pose cette question n'est pas allée au CPS. L'immeuble du CPS est un immeuble complètement rénové, tout neuf, avec de nouvelles conditions de travail pour les agents du CPS, et aussi des conditions d'accès, d'accueil, qui sont toutes... Enfin, je ne sais pas si on pourrait faire beaucoup mieux. Donc on a véritablement des locaux, on a un système maintenant de gestion des files de demande, etc. Donc je pense que l'accueil du Alors CPS... visiblement cette personne, c'est que les briques ne suffisaient pas, puisque c'était la surcharge de travail aussi qu'on mettait en exergue, qui ne permet pas d'avoir un accueil, j'imagine, décent, ou en tout cas convenable, en tout cas correct, au CPS. Donc le CPS, dans la législature précédente, a engagé un certain nombre d'assistants sociaux supplémentaires pour diminuer cette charge des dossiers. Maintenant, quand on dit charge des dossiers, il y a parfois simplement un dossier qui nécessite 10 minutes. Par contre, il y en a d'autres qui nécessitent une heure ou une heure et demie de travail. Mais les 250 dossiers par agent, vous confirmez, c'est à peu près ça en fait. Je n'ai pas les statistiques, mais c'est vrai que nous sommes un CPS où il y a beaucoup de travail parce qu'il y a une demande importante. Et ça vous semble tenable, 250 dossiers par agent? Je pense, oui. Regardez, ici, nous sommes rue Van Lint, vous voyez, on est en pleine rénovation des trottoirs. Vous voyez que ce ne sont pas des promesses électorales, c'est du concret. Ouais, et donc, pour revenir sur la question, les 250 dossiers par agent, c'est quelque chose qui vous semble tenable? Oui, et si on peut améliorer ça, on le fera, mais il ne faut pas non plus avoir l'illusion qu'une personne qui s'adresse au CPS aura une réponse immédiate. Le dossier doit être étudié. Très bien, ben voilà, on termine devant votre bureau, hein, donc devant la maison communale. La maison communale, où pour la première fois il y a maintenant la possibilité de faire une extension de la maison communale, ce qui ne s'est pas fait depuis un peu plus de 120 ans. Très bien, ben merci Éric Thomas d'avoir fait cette balade dans votre commune avec nous. Dans 15 jours, ce sera Hervé Doyen, le bourgmestre de Jette, qui sera à bord du tram. Vous pouvez lui poser les questions via notre page Facebook. Je vous retrouve dans 15 jours avec beaucoup de plaisir. Portez-vous bien.